nous avons aussi un autre slogan, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et on peut avoir les meilleurs armements du monde, s'il n'y a pas de chef, ça sera la débandade. Je constate aussi qu'il faut encore une fois attendre le pire pour réagir, au lieu de pro-agir, au lieu d'agir avant, au lieu de réfléchir. Il n'y a pas au niveau de l'État de réflexion stratégique, manifestement, de réflexion prospective, envisager les menaces futures et agir avant. Michael Modrikaman, merci de nous accueillir. Vous êtes le président du Parti populaire, oui. Une formation politique belge, oui. Plus précisément peut-être même wallonne. Voilà, francophone en Belgique. Et donc vous êtes une formation assez jeune et qui a obtenu d'assez bons résultats lors des récents scrutins, même si vous n'avez pas encore eu beaucoup d'élus. Vous avez notamment atteint les 6% aux dernières européennes. Parce que le système est fermé en Belgique, hein, très fermé, oui. Voilà, et donc... on a connu, de la Belgique, on connaît surtout en termes de politique l'antagonisme entre les francophones et les néerlandophones. On connaît la NVA, le Vlaams Blok, maintenant Vlaams Belang. On connaît en Wallonie, il y a eu un certain nombre de tentatives de copie du Front National, dont la dernière d'ailleurs vient de se faire interdire d'utiliser le nom et le logo. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Et alors justement, qui êtes-vous concrètement, puisque le Parti populaire est encore assez méconnu, notamment en France? Mais tout d'abord, le Parti populaire occupe aujourd'hui à peu près toute la droite francophone, puisque à part nous, il n'y a que des partis de gauche et au mieux le MR, Parti libéral, qu'on pourrait qualifier de centre-centre ou centre mou. Donc, nous avons vocation aujourd'hui à occuper toute la place à droite. C'est un parti de rupture, un parti citoyen que j'ai fondé il y a 7 ans maintenant, en fin 2009. En réaction à ce que pensait la malgouvernance belge et particulièrement wallonne, l'incurie si vous voulez. C'est un parti essentiellement de citoyens, donc c'est vraiment une réaction de gens de la société civile qui sont excédés par cette malgouvernance et qui ont, sous mon impulsion, décidé de se réunir et de lancer le parti. On a eu, comme vous dites, d'assez bons scores, 6%, d'autant qu'on l'a fait dans le cadre d'un boycott médiatique quasi total. On sait que les partis traditionnels, le Parti socialiste contrôle les chaînes de télévision en Belgique, qui ne laissent aucune place au pluralisme. Malheureusement, c'est la même chose pour les chaînes privées. Et la presse, qui est terriblement subsidiée, comme en France d'ailleurs, ne nous laisse pas beaucoup d'espace médiatique non plus. Donc faire 6%, alors qu'on est créé après quelques années, et qu'on a un boycott médiatique, je pense que c'est déjà un très très bon début. Et alors comment vous expliquez qu'en Wallonie, il y a un tel ancrage à gauche, et qu'à l'inverse, en Flandre, la gauche soit quasiment inexistante? D'où vient cette rupture? Écoutez, il y a De Wever, qui est le leader de la NVA, dit souvent qu'il y a deux démocraties qui cohabitent en Belgique. Il n'a pas tout à fait tort. Il y a des mentalités différentes. Il y a vraiment un clivage entre le monde latin et le monde plus anglo-saxon qui commence, le monde germanique anglo-saxon qui commence là. Et ces deux cultures et ces deux visions cohabitent. Alors d'un côté, effectivement, il y a la Flandre qui a 60-70% vote à droite, et clairement à droite. Et puis on a la Wallonie et Bruxelles qui baignent dans une culture depuis 30 ou 40 ans de gauche, voire d'extrême gauche, pour des raisons historiques de lutte des classes, d'ouvriérisme, de tradition ouvrière, puis de contrôle quasi absolu de tous les leviers médiatiques, universitaires, qu'on a imposé à la Wallonie. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je dis, la Wallonie n'a pas toujours voté à gauche. La Wallonie a été une des puissances industrielles les plus importantes fin du XIXe siècle, puissance au monde, les plus importantes puissances au monde, avec de vrais entrepreneurs. Et tout ça, aujourd'hui, a en grande partie disparu, avec une situation de terre brûlée,
un parti socialiste au pouvoir depuis 40 ans en Wallonie, un taux de chômage réel de 25%, un PIB par habitant qui est 86% de la moyenne européenne, alors que la Flandre est à 120%. Des villes wallonnes, si on met de côté le Brabant wallon, qui donc juste en dessous de Bruxelles, qui s'en est plus ou moins bien sorti, l'une ou l'autre exception à l'est ou à l'ouest de la Wallonie, globalement une Wallonie extrêmement paupérisée, en panne d'idéal, en panne d'espoir, donc une situation tragique et où rien n'est fait pour changer cela aujourd'hui. Et avec en plus, ce qui est extraordinaire, la montée en puissance avec la complicité des journalistes francophones qui sont fascinés d'une extrême gauche, mais l'extrême gauche la plus archaïque, c'est-à-dire un parti communiste qui aujourd'hui fréquente officiellement la Corée du Nord, hein, vous vous rendez compte, oui, on en est là, qui fait l'éloge de Staline, du stalinisme et du maoïsme. Qui a pour modèle Chavez et le Venezuela, où on sait que les gens sont en train de mourir de faim et pourtant ils ont du pétrole. Donc, et ce parti communiste qui est sur tous les médias, invité sur tous les médias, alors qu'ils ont fait un score égal au nôtre aux dernières élections, mais invité partout, et qui nous disent qu'ils vont appliquer des méthodes absolument quasi staliniennes. On va taxer les riches, comme ils disent, c'est-à-dire faire fuir les derniers entrepreneurs qui subsistent en Wallonie. Alors justement, il me semble que vous venez de la région de Charleroi, Tout à fait. qui est vraiment une région extrêmement sinistrée. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour redresser cette partie de la Belgique D'abord, qu'est-ce qu'on peut faire? En finir. Nous souffrons d'à peu près tous les maux possibles. Nous avons, comme je l'ai dit, une emprise socialiste depuis 40 ans qui a développé le système du népotisme absolu, c'est-à-dire que ce sont pratiquement que des fils d'eux qui reprennent le contrôle. Les hommes politiques sont extrêmement bien payés. Qui reprennent quelque part les mandats de leur père ou de leur mère, donc népotisme. Nous avons le clientélisme absolument total, à savoir que le Parti socialiste distribue les prébendes, les logements sociaux qui sont abondants, les emplois publics, hein, on a une surpondération des emplois publics. Et tout ça se fait grâce à l'argent flamand, il faut le dire, grâce à d'importants transferts flamands, on les estime à 7-8 milliards d'euros chaque année, parce que la Flandre va bien, elle est plutôt bien gérée, il y a un esprit d'entreprise, les villes sont propres, nettes, bien tenues. Et ces transferts, si vous voulez, masquent ou en tout cas ralentissent la déconfiture totale de la Wallonie. Et Churchill disait, et je pense que c'est très vrai, le socialisme se termine quand l'argent des autres vient à manquer. Et pour l'instant, la Wallonie est toujours sous perfusion. Ça va se terminer parce qu'il y a une loi qui a prévu justement que ces transferts de ressources financières publiques se terminent. Et on va vers des moments extrêmement critiques pour la Wallonie. Et donc le Parti socialiste ne pourra plus, comme ça, exercer ce contrôle quasi absolu et cette distribution de prébendes parce que l'argent ne sera plus là. Et alors par ailleurs, on a régulièrement des épisodes sur la difficulté à gouverner la Belgique, avec la difficulté de constituer des gouvernements fédéraux entre les francophones et les néerlandophones. Est-il encore possible, est-il même souhaitable de sauver la Belgique? Ou est-ce qu'elle est condamnée à... Écoutez, on aura sans doute une Belgique de type confédéral, c'est-à-dire avec les Wallons qui font un petit peu ce qu'ils veulent chez eux et les Flamands aussi. Tant qu'on les laissera faire ce qu'ils ont envie de faire, ils garderont peut-être la structure telle qu'elle est. Mais ils ne paieront plus pour la Wallonie, en tout cas, ou en tout cas de moins en moins. Et la Wallonie va se retrouver exsangue. Donc il faut un électrochoc. L'électrochoc, écoutez, c'est mettre un terme au système où la classe politique est complètement figée, pour beaucoup de raisons. Donc nous avons les mêmes hommes et femmes politiques au pouvoir qu'il y avait à 30 ans. Quand je ne suis pas un jeune homme, j'ai 50 ans, je peux vous dire, quand j'étais étudiant, les gens qui sont ministres aujourd'hui, ou Premier ministre, ou pas Premier mais vice-premier ministre, sont des gens, ou des leaders du Parti socialiste, sont des gens qui étaient déjà là quand j'étais étudiant. Donc rien n'a changé, donc il y a une absence totale de renouvellement de la classe politique. Il faut réduire toutes les dépenses publiques inutiles, et Dieu sait s'il y en a en Wallonie en raison de ce clientélisme où on paye tout et n'importe quoi. Il faut réduire les impôts et les charges sociales. Nous avons un pays où pour 100 € en poche d'un travailleur, ça en coûte 254 € à l'employeur. Nous sommes recordmen au monde. On peut se demander d'ailleurs comment des entreprises subsistent encore en Wallonie avec un
un tel coût du travail. Donc réduire les dépenses publiques, réduire les impôts, réduire cette politique de gabegie où les copains et les copains des copains sont en permanence privilégiés. Et puis passer à l'économie du XXIe siècle. Moi, quand je vois, vous parliez de Charleroi, je suis désespéré quand je vois l'état actuel de nos villes wallonnes, qui sont encore quasiment au stade industriel mais délabré. Il faut les projeter dans des villes du XXIe siècle. Nous avons des projets, par exemple, pour démolir carrément une bonne partie du bâti urbain qui est dans un état déplorable et faire bâtir par les citoyens leurs propres maisons. Je dis des maisons passives, carrément verduriser l'ensemble des villes pour en faire des villes peut-être du XXIe siècle. Je crois qu'il faut zapper complètement ce qui existe pour aller vers autre chose et en réimpliquant les gens derrière un projet, parce que vous allez à Charleroi, vous avez l'impression que la ville a été touchée, d'abord elle est à moitié détruite par de grands travaux, etc., un peu pharaoniques qui ont été lancés, mais se délabre, donc vous avez l'impression que la guerre est passée par là, et quand vous voyez les gens, vous avez l'impression qu'ils ont été frappés par Ebola. Je dis, les gens errent dans les rues, certains sont drogués, je dis, les autres sont complètement désespérés, hagards. C'est hallucinant de voir ça, alors que je suis né là-bas, c'est une ville industrielle, il y avait peut-être des quartiers plus difficiles, mais les gens avaient une fierté, ils travaillaient, c'était des travailleurs fiers. Les gens de Charleroi sont des gens fiers, des gens qui ont une vraie gaieté de vivre. Et quand je vois ce qu'on a fait de ma ville, je veux dire, c'est sans nom. Et le Parti socialiste est le premier responsable de cette situation. Que s'est-il passé en Wallonie avec cette histoire du CETA, puisqu'il a été bloqué, puis débloqué? Alors, il y a beaucoup à dire sur le CETA, du pour et du contre. Sur le fond, on n'apprécions pas que ce soit l'Europe qui négocie des traités. Et donc, par rapport à la souveraineté belge, il y a de vraies questions à poser. Maintenant, autant des traités déséquilibrés avec, par exemple, l'Asie doivent être vraiment revus avec beaucoup d'acuité, autant traiter le Canada avec quand même globalement un même niveau de protection peut-être n'est pas le pire traité qu'on puisse avoir. Cela étant, ce que je constate, c'est qu'on a fait de Magnette, qui était le vice-président wallon, un espèce de héros en France, de héros de la lutte pour la souveraineté. On a vu qu'in fine, il a signé après une semaine d'atermoiement. Sans avoir rien obtenu, on n'a pas changé une virgule à ce traité, on a parlé de déclarations annexes qui ne lient finalement personne. C'était surtout une terrible opération de com pour se projeter en espèce d'homme d'État qu'il n'est pas, ou demeurant, et surtout pour battre en brèche, si vous voulez, la montée en puissance du PTB, donc le Parti communiste néo-stalien dont je parlais, en disant, regardez, je peux être très à gauche, moi également, sur ces questions. Donc c'est avant tout une opération de com interne. Et alors, comment ont réagi justement les Belges, ou plus précisément les francophones, aux attentats, notamment de Bruxelles? Écoutez, ils sont inquiets, mais disons qu'on a une presse extrêmement apaisante, on a des hommes et des femmes politiques qui n'ont aucune vision et qui font surtout preuve d'une grande naïveté. Je dis, le Belge de ce côté-là est terriblement naïf, puisque il est par nature bon enfant, accueillant, et on lui a inculqué que tout le monde était comme lui. Alors qu'il y a des gens qui veulent évidemment la peau et on a cette situation terrible où vous avez des gens qui nous font la guerre et vous avez une partie de notre jeunesse qui cherche des Pokémon. Ça, la réalité que nous sommes en train de connaître. Et donc, je pense que la réaction n'a pas été à la mesure des enjeux. Bien sûr, il y a une réaction, mais de nouveau mal organisée et pas les moyens suffisants. Et puis, on ne prend pas les mesures. Nous avons un très fort taux de djihadistes, de jeunes partis faire le djihad. On les laisse revenir, on les surveille à peine, ils ne sont pas en prison. Nous avons déposé une proposition de loi en indiquant qu'une fois qu'ils avaient la double nationalité, il fallait les en priver immédiatement, ne pas les laisser revenir. Ils avaient fait un choix. Ça a été traité par le mépris. On l'a fait avant les attentats, en prévenant que tout ça allait accroître le risque de sécurité. On ne nous a pas été écoutés. Et j'ai dit à nos gouvernements, par leur incurie, par leur manque de vision, par leur manque de courage, ils ont le sang d'innocents sur leurs mains. Et je maintiens ce que j'ai dit. Je pense que cette classe politique porte une part de responsabilité terrible dans la situation.